Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission L'immobilier brique par brique dans laquelle nous allons vous expliquer une fois par mois une loi immobilière. Vous saurez tout de l'intérêt des programmes immobiliers et des contraintes qui s'y attachent. Tous les programmes vont y passer et nous avons déjà vu le Duflot, le Pinel et aussi la loi Malraux. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au déficit foncier et à la loi monument historique. Un particulier qui réalise un investissement immobilier locatif va faire un déficit foncier lorsque les revenus annuels procurés par le bien immobilier sont inférieurs aux charges liées à la gestion de ce bien. Travaux, charges d'entretien, frais de gérance, intérêts d'emprunt, taxes foncières. Sous certaines conditions, ce déficit peut être imputé sur les revenus imposables du bailleur. Dès lors, grâce au mécanisme du déficit foncier, un investisseur peut acheter un bien immobilier nécessitant des travaux et déduire des revenus fonciers l'intégralité des charges liées à la rénovation d'un logement ancien. Dépenses d'amélioration et travaux d'entretien et de réparation, et ce, avant sa mise en location. Il existe toutefois quelques règles relatives à ce déficit foncier. Le déficit foncier prend en compte toutes les charges qui vous ont amené à être déficitaire, comme par exemple les charges d'entretien ou bien les intérêts d'emprunt. La déduction des revenus globaux se fait dans la limite de 10 700 €. Toutes les charges peuvent être déduites de vos revenus globaux à l'exclusion des intérêts d'emprunt. Mais attention, pour que l'investisseur puisse déduire les travaux et les charges de ses revenus fonciers sur une année, il faut que le bien soit mis en location dans les 12 mois qui suivent l'achèvement des travaux. L'excédent dont les intérêts d'emprunt viennent en déduction des revenus fonciers pendant les 10 années suivantes. Enfin, le bien doit être loué jusqu'au 31 décembre de la 3e année qui suit l'imposition. Pour profiter au maximum d'un déficit foncier et obtenir des réductions d'impôts, les particuliers peuvent profiter de la loi sur les monuments historiques. Pour ce faire, il faut acquérir un bien immobilier classé, inscrit ou agréé par les affaires culturelles et nécessitant des travaux de restauration. En cas de classement ou d'inscription partielle limitée à des éléments isolés ou dissociables de l'ensemble immobilier, un escalier ou certaines salles par exemple, les avantages fiscaux du régime monument historique ne concernent que les parties classées ou inscrites. L'investisseur doit s'engager à conserver le bien pendant au moins 15 ans pour pouvoir déduire 100% des travaux. Le bien doit être soit mis en location, soit ouvert au public. Si le bien est fermé au public et constitue la résidence principale du propriétaire, seuls 50% des dépenses sont portées en déduction de revenus global. L'intérêt majeur de la loi monument historique, notamment dans le cadre d'une mise en location, est le suivant. Les travaux sont déductibles sans limite, alors que pour un déficit foncier classique, la déduction est plafonnée à 10 700 €. Enfin, il y a un avantage successoral, car la loi donne la possibilité, dans le cadre d'une convention avec le ministère de la Culture, une exonération des frais de succession. En conclusion, un particulier peut acquérir un bien immobilier avec beaucoup de travaux de rénovation et déduire une partie de ces travaux de ses revenus imposables. Une situation très intéressante dans le cadre de la loi monument historique, car les travaux sont alors déductibles sans limite. Il faut alors trouver le programme le plus avantageux et surtout le moins contraignant. Voilà pour ce nouveau numéro de l'immobilier brique par brique consacré à la loi monument historique. Restez avec nous sur Mon Financier.